Bienvenue dans le podcast Trends Bourse avec un regard sur l'actualité économique et vos investissements par Gaël Poncelet, journaliste chez Canal Z, et Guy Legrand, journaliste chez Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de ING. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Trends Bourse, un décortiquage en bonne et due forme de l'actualité économique pour vous permettre de mieux comprendre et d'anticiper les mouvements boursiers. Stagflation, dynastie technologique, monopole, c'est un peu le menu du jour avec Guy Legrand. Bonjour Guy. Bonjour Gaël. Alors on va commencer avec cette stagflation, mot qui revient de plus en plus quand on parle de l'économie américaine. On pourrait peut-être commencer par redéfinir peut-être ce que c'est cette stagflation. Mais oui, parce que la stagflation, il n'y a que les aînés, et même les très aînés aujourd'hui qui l'ont vécu, c'était les années 70, c'est alors qu'on a inventé ce mot. Donc stagflation, c'est stagnation économique et inflation en même temps, c'est a priori contradictoire, mais à l'époque, on se situait juste après le premier choc pétrolier, prix du pétrole x4, donc énorme inflation, on dépassait largement les 10 et même les 12%, et en même temps stagnation économique, parce que ce fut un choc énorme pour les entreprises, évidemment. Donc c'était le mal absolu, c'était une époque catastrophique, voilà ce qu'est la stagflation. Et on y est donc aux États-Unis là ? Mais certains ont prononcé le mot. Bon, je ne crois pas qu'il y ait grand monde qui pense qu'on y est déjà, mais il y a deux éléments quand même. Bon, l'inflation, enfin la baisse de l'inflation aux États-Unis est en panne depuis le printemps, et alors il y a le taux d'inflation du mois d'août qui a désagréablement surpris, on est passé de 2,7 en juin et juillet à 2,9 en août. Bon, c'est quand même beaucoup. Encore une fois, le marché s'en est quand même un peu ému. Et l'autre élément, au niveau de la stagnation, ce sont ces fameuses créations d'emplois. Elles sont absolument apocalyptiques. Le mot n'est pas trop fort. Au mois d'août, 22 000. On en attendait 75 000. Bon, moins d'un tiers, ça veut dire quand même que ça va pas très fort. Bon, en juillet, 73 000, c'est 30% de moins que les attentes. Mais enfin, c'est pas encore le drame absolu. Mais alors, au moment où ça a été annoncé en juillet, il faut quand même rappeler que les chiffres de mai-juin ont été revus à la baisse. Et quand on dit à la baisse, c'est en chute libre. On était à 238 000 créations d'emplois dans un premier temps. Et puis hop, on a revu ça, 33 000. Alors, 33 par rapport à 238, il faut reconnaître que ça s'appelle une chute catastrophique, c'est un effondrement. Donc voilà l'argument de ceux qui ont lancé le mot stagflation. Ok, mais donc on est peut-être un peu dans la précipitation ou effectivement les signaux sont là. Mais il y a d'autres signaux qui vont quand même en sens contraire. Okay. En sens inverse, absolument. C'est le fameux PMI, qui est un indice un peu précurseur de l'activité économique. Au niveau de l'industrie en particulier, il était tombé en dessous de 50 au mois de juillet, 49,8. Bon, pas un petit peu en dessous de 50, donc petite régression. Il est revenu à 53 en août, c'est la moyenne sur les 10-12 dernières années. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de catastrophe. C'est même l'augmentation la plus forte au niveau de la production en 3 ans. Pas de problème. Et alors, pour ce qui est du PMI service, lui, continue de naviguer à plus de 55. Donc, on est nettement en expansion économique. Donc, stagflation, non, honnêtement, pour l'instant, ça semble un peu prématuré. Il est bon de savoir que certains ont prononcé le mot pour deux raisons, mais qu'il y en a une troisième qui infirme ça. Il faut en tenir compte quand même dans l'anticipation de nos portefeuilles. Oui, il faut le savoir, absolument. Alors je voudrais aussi, Guy, qu'on revienne sur un petit événement qui a eu lieu il y a quand même maintenant quelques jours, mais qui marque encore ce secteur technologique. Ce sont les derniers résultats d'Oracle. Mais oui, Oracle, on se souvient, ça a fait les grands titres, il faut bien le dire, c'est pas tous les jours que l'action d'une entreprise très importante explose de 36%. Ça a bouleversé la dynastie des hommes les plus riches du monde. Absolument, puisque ce cher Ellison, Larry Ellison, qui est le fondateur et gros actionnaire, il a 41%. Il n'y a plus beaucoup de grands patrons qui ont encore 41% de leur boîte. Donc, est devenu l'homme le plus riche du monde du jour au lendemain. C'était une bonne journée quand même, 100 milliards. 100 milliards pour lui, c'est pas mal. Franchement, c'est mieux qu'un billet de loto, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, c'est sur papier aussi, c'est évidemment. C'est du virtuel, évidemment. On est en bourse. Donc, alors, il a dépassé Elon Musk de quelques milliards seulement. Donc, ça peut se jouer maintenant d'un jour à l'autre. De quelques milliards. Seulement de quelques milliards, voilà. Nous, juste un, on serait content. Mais... Oui, mais enfin, ou même la moitié, non, pas de problème. Et alors, pourquoi cette explosion du cours ? Est-ce que les résultats ont été supérieurs aux prévisions ? Non, ils ont été inférieurs. Pas de beaucoup.
chiffre d'affaires, donc pour le trimestre précédent, un peu en dessous de 15 milliards. On espérait un chouïa au-dessus. C'est pas grave. Le bénéfice par action, 1 centime, 1 cent de moins que prévu, 1,47 au lieu d'1,48. Encore une fois, c'est pas la catastrophe. Mais, enfin, quand une entreprise est tout juste à l'estimation, on la sanctionne. Alors quand elle est en dessous, c'est un peu surprenant. Ah bah justement, alors comment expliquer cette euphorie des bourses? Mais cette euphorie, le mot n'est pas trop fort, effectivement. Ce sont le carnet de commandes dont Oracle a fait état. Ils ont des commandes pour 450 milliards à peu près, c'est-à-dire 30 fois le chiffre d'affaires trimestriel. Donc c'est pas mal. Et dont le fameux contrat qui a fait les grands titres de 300 milliards avec OpenAI, qui est la maison mère donc de ChatGPT, si je peux dire. C'est un contrat effectivement monstrueux, enfin colossal, bien entendu. Ça. Alors, on sent du réalisme, ok, certes, il y a des belles prévisions, mais il y a quand même derrière des sceptiques qui sont nombreux. Hein. Mais oui, parce que c'est pas trop beau pour être vrai. On peut imaginer que c'est pas du bluff, ils ont vraiment signé ce contrat, ou ils l'envisagent en tout cas. Mais enfin, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, du point de vue d'Oracle, enfin les sceptiques à l'égard d'Oracle se sont dit, oui, mais est-ce que l'entreprise va pouvoir suivre Oracle, ce sont des infrastructures de cloud, de database, de banques de données, de centres de données. Il faut les construire. Il faut trouver les équipements, il faut trouver les pièces, notamment les puces. Bon, les puces, on les ramasse pas à l'appel en ce moment, on se bat pour même dans certains domaines. Donc c'est peut-être pas tout à fait gagné d'avance. Et alors il y a un autre petit souci, voire très gros souci, c'est que ça consomme énormément d'énergie, comme chacun sait. Ah ouais. C'est pour ça qu'on construit des centrales nucléaires, je dirais pas à tire-larigot, mais quand même. Toutes ces entreprises technologiques ont signé des accords avec des producteurs d'électricité pour construire des centrales nucléaires. Oui, mais il faut la transporter, cette électricité. C'est le même problème qu'avec les éoliennes en Europe. Alors, les réseaux ne suivent pas, les réseaux sont tout à fait saturés dans certaines régions. Alors, c'est un contrat sur 5 ans, c'est pas pour le mois prochain. Mais donc, il y a un certain scepticisme, effectivement. Et scepticisme aussi à l'égard du client, d'OpenAI. Est-ce qu'ils vont vraiment trouver 300 milliards ? Ça se trouve pas non plus sur les sabots d'un cheval, pas plus que les puces. C'est pas une très 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 grosse entreprise. Hein. C'est un chiffre d'affaires pour l'année prévu de 12-13 milliards, avec une perte prévue de 8 milliards. Donc c'est pas un nain, mais enfin il a des pieds d'argile en tout cas. Alors, il est vrai que certaines transactions, la société n'est pas cotée, donc ce sont des transactions privées, valoriseraient OpenAI à 300 milliards, disent les uns, donc carrément à 500 milliards, disent d'autres. N'empêche que 300 milliards, ils ne les ont pas encore dans leur poche, ni même sur leur compte en banque, ni même dans les crédits de banque. Donc il y a quand même pas mal de scepticisme, ce qui n'a pas empêché le cours de se maintenir, de fluctuer un tout petit peu seulement à la baisse. Donc c'est l'euphorie, effectivement. Alors, un scepticisme quand même que si on l'analyse un peu, on peut même l'élargir, parce que j'en profite pour revenir sur les propos de Sam Altman lui-même et du président d'OpenAI, qui ont quand même tous les deux alerté sur la possible bulle que pouvait représenter la technologie. Donc, Ah oui, ça c'est pas piqué des hannetons. Suivant une vieille expression que je remets au goût du jour. Bon, bref, Sam Altman, le patron d'OpenAI, effectivement, a quand même déclaré il y a quelques semaines maintenant, sommes-nous dans une phase où les investisseurs s'enthousiasment à l'excès pour l'intelligence artificielle ? Je pense que oui. Bon, de la part du pape de l'intelligence artificielle, c'est étrange. Oui, c'est quand même vachement costaud comme déclaration. Et comme vous le dites, tout récemment, il y a quelques jours à peine, c'est le président de la même entreprise, OpenAI, Brad Taylor, qui a dit, alors lui, il était plus fort encore, beaucoup de gens vont perdre beaucoup d'argent. Alors, si c'est pas un avertissement, ça, je sais pas comment ça peut s'appeler. Donc oui, c'est vrai qu'au niveau de l'intelligence artificielle, les gens qui sont les mieux placés pour en juger estiment que les valorisations sont romantiques. Là, il va quand même falloir faire un petit peu attention et pas foncer dessus les yeux fermés. Un petit peu attention, mais avant que nos auditeurs ne courent dans leur portefeuille pour dégager tout ce qui est technologie, on va quand même parler de ce qui peut ressembler, en tout cas, à quelque chose de positif. Toujours dans ce secteur techno, c'est Google, finalement, qui semble échapper au pire, en tout cas, tout ce qui concernait son monopole, qui le menaçait un petit peu. Ça va aller de ce côté-là. Oui, ça c'est une excellente nouvelle. Ça date un petit peu maintenant déjà, mais au début du mois. Enfin, il faut quand même y revenir absolument parce que ça se maintient depuis lors. Et on s'aperçoit
voit que ça a une grande influence. Alors, non seulement le patron de Google a été invité, enfin d'Alphabet, société mère de Google, a été invité au dîner de la Maison-Blanche le 4 septembre en compagnie de ce cher Donald, comme tous les grands patrons de la tech d'ailleurs, mais surtout, lui avait quelque chose à fêter, c'est que 2 jours plus tôt, cette fameuse décision de justice, Google ne doit pas vendre Chrome, son navigateur Internet. C'était la menace qui pesait. C'est la vache à lait de ce groupe, évidemment. Et donc, non, ils ne doivent pas le vendre. Ils sont... Par contre, Alphabet doit partager certaines données et on lui fait interdiction de contrat de distribution exclusif, a déclaré le jugement en question. Réaction de Barron's, qui est le principal magazine assez peu connu chez nous, principal magazine financier aux États-Unis, c'est que si c'est ça, le prix à payer pour détenir un monopole illégal, c'est énorme ce qu'ils ont dit, écrit, un monopole illégal, les patrons de la tech dissimuleront leur sourire. Donc Donald Trump pourrait estimer sans doute que Barron's est teinté de rouge sous l'influence de ces méchants démocrates. Enfin, ils ont été quand même très forts, c'est vrai, et insister aussi sur une chose, c'est que le jugement déclare par ailleurs, les forces, question de monopole, c'est pas un gros souci, les forces du marché, grâce à l'intelligence artificielle, vont éroder les positions dominantes. Bon, en fait, ils ont rappelé, Barron's toujours, que l'intelligence artificielle de ChatGPT existe depuis 3 ans et que Google a toujours 90% des recherches sur Internet. Donc, il n'est pas évident du tout. Et au total, il faut bien dire que Google n'a pas vraiment... C'est une excellente nouvelle pour Google. Et c'est une excellente nouvelle aussi pour Apple, parce que ça signifie que Apple continuera à recevoir 20 milliards par an de la part d'Alphabet pour placer son navigateur, donc Chrome, d'office sur ses appareils. C'est une très belle rentrée pour Apple, dont le cours a un petit peu monté aussi. Moins évidemment qu'Alphabet, c'était plus 9% aussitôt. On est à plus 19% depuis lors. Donc tout baigne pour Google. Mais est-ce que c'est vraiment du coup Google garde son monopole? Est-ce qu'on peut du coup vraiment parler d'une bonne nouvelle? Mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on se rend compte que c'est peut-être l'influence de l'administration Trump, ça aurait peut-être été différent avec les démocrates au pouvoir à la Maison-Blanche, puisque tout est lié maintenant, que Trump se mêle de tout, on a bien vu ça, bon voilà, moins qu'on puisse dire. Et donc c'est une bonne nouvelle. C'est un président investi, Guy. Oui, investi, mêle tout, investi, c'est vrai, oui. Google, oui, c'est une bonne nouvelle, mais pour l'ensemble du secteur, parce que il faut ne pas oublier que Meta et Amazon sont aussi sur la sellette en raison de leur position dominante. Et depuis le jugement en faveur de Google, Amazon a grimpé un peu en bourse, mais surtout Meta a gagné 6% le jour même, et aujourd'hui, on est à 30% de hausse depuis cette décision de justice. Donc Meta est aussi un énorme bénéficiaire indirect du jugement de Google, et en fait, c'est une très bonne nouvelle pour l'ensemble du secteur technologique finalement. Et ce qui explique qu'on ne soit pas trop sceptique à l'égard de sa valorisation qui est très élevée, mais visiblement, jusqu'ici, tout baigne pour lui, y compris les décisions de justice. C'est pas le moment de tout jeter encore. Il faut garder un peu de prudence, on le dit à chaque fois, mais voilà, le secteur techno a encore de beaux jours devant lui. Quelle leçon on tire de tout ça finalement, Guy? Mais je dirais que donc, il faut faire attention à peut-être distinguer le secteur technologique dans son ensemble de l'intelligence artificielle. Je viens de le dire, secteur technologique, on ne voit pas beaucoup, quelques-uns quand même, commentaires disons c'est quand même très cher, il faut quand même prendre un peu ses distances, même si de nombreux gestionnaires ont signalé qu'ils ont un petit peu abaissé quand même le poids des technologiques américaines dans leur portefeuille. Mais un petit peu seulement, ils ajoutent, on ne peut pas s'en passer, jusqu'à présent ces boîtes restent les maîtres du monde, donc faire sans, c'est impensable. Bon, éventuellement, prendre un petit coup par-ci par-là. Par contre, l'intelligence artificielle, quand des gens comme les patrons du pionnier en la matière disent attention c'est trop cher, là il faut quand même un peu en tenir compte tout de même, parce que certains ont dit pas de souci, ce n'est pas comparable, même s'il y a une bulle, ce n'est pas comparable à la bulle Internet de 2000. Et l'éclatement de la bulle, ça a explosé en 2000-2001, c'est un désastre absolu. Il faut remarquer qu'alors les États-Unis étaient dans une phase de hausse des taux. Aujourd'hui, on entame enfin une phase de baisse des taux à court terme. Il y a énormément d'argent placé dans les money market funds, donc les fonds de liquidité. Quand les taux baissent, ils vont vouloir s'investir plutôt en bourse. Enfin, il n'empêche, il y a quand même une comparaison avec Internet
qui reste valable. Internet a bouleversé le monde, oui. L'intelligence artificielle a et va bouleverser le monde, oui. Mais pour Internet, 90% des entreprises pionnières ont disparu. Alors, on ne peut pas exclure qu'il en aille de même pour l'intelligence artificielle. Donc, prudence, c'est vrai que c'est très important, c'est vrai que c'est génial, mais peut-être qu'il y aura beaucoup moins de survivants qu'on l'imagine. Une technologie, une révolution technologique qui n'est pas tout à fait pérenne, en gros. Non, les acteurs, sûrement pas en tout cas. Merci beaucoup, Guy Legrand, pour ce décryptage. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour reparcourir ensemble l'actualité économique. Et puis rendez-vous évidemment pour vous, chers auditeurs, dès vendredi prochain avec Charlie Pohu pour un nouveau décryptage en bourse, cette fois-ci, de vos investissements. À très bientôt. Nous écoutons maintenant l'intervention d'un expert en investissement de ING avec son analyse de la situation économique actuelle. Bonjour à toutes et à tous. Alors cette semaine, je vous propose de consacrer ce podcast à un thème d'actualité, la réunion de la Réserve fédérale américaine du mois de septembre qui a abouti à la première baisse de taux de 2025. Alors dans ce contexte, il est bon de se remémorer l'adage « Don't fight the Fed ». Cette phrase a été popularisée dans les années 70 par Martin Zweig, professeur de finance et investisseur reconnu, pour illustrer la forte corrélation qu'il y a entre la politique monétaire de la Fed et la direction des marchés. L'idée est simple, lorsque la politique monétaire de la Fed est accommodante, eh bien les marchés ont tendance à progresser, la volatilité diminue et le risque pour les investisseurs est plus limité. Dans ce contexte, il est donc logique de rester investi et de profiter de la dynamique de marché plutôt que de se battre contre la Fed en vendant des actions alors qu'elle est de notre côté. C'est d'autant plus vrai lorsque les baisses de taux sont préventives, comme c'est le cas actuellement, c'est-à-dire en dehors de périodes de récession. En effet, au cours des 60 dernières années, on recense 8 cycles de baisse de taux hors récession et les marchés d'actions ont progressé en moyenne de 15% dans les 12 mois suivant le début de ces cycles. Ainsi, à l'heure où les investisseurs s'interrogent légitimement sur les niveaux de valorisation des marchés et sur la pérennité du mouvement haussier entamé en avril, il est important de rappeler que la Fed devrait continuer à soutenir la tendance, d'autant plus que cette baisse de taux pourrait être suivie d'autres, puisque les marchés anticipent une baisse de 0,5% des taux au mois de décembre. Alors, ces baisses de taux sont positives pour les leaders actuels du marché. Le secteur technologique, par exemple, dépend fortement du CAPEX pour sa croissance bénéficiaire et les baisses de taux entraînent historiquement une hausse des investissements. Mais ces baisses de taux ouvrent également de nouvelles perspectives pour les investisseurs. En effet, historiquement, les petites et moyennes entreprises surperforment lors des phases de baisse de taux car elles sont plus endettées et dépendent davantage du financement bancaire que les grandes entreprises. Enfin, les pays émergents bénéficient également des baisses de taux de la Fed, notamment parce qu'elles exercent une pression baissière sur le dollar, devise dans laquelle beaucoup d'entre eux se financent encore. Pour toutes ces raisons, il convient donc de ne pas se battre contre la Fed, mais au contraire de rester investi pour profiter du mouvement. Il est également judicieux d'élargir son exposition à des segments de marché comme les small caps ou les pays émergents qui pourraient amplifier la tendance positive de marché. Selon l'ombre au tableau, le dollar devrait bien entendu rester sous pression. C'est pourquoi une politique de couverture active s'impose. Voilà pour cet épisode du podcast Trends Bourse. Vous trouverez plus d'astuces, de conseils et d'analyses pour vos investissements chaque semaine dans Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de ING.